Bonjour encore à toutes et tous. Donc, nous sommes très contents de vous accueillir pour un nouveau webinaire qui est consacré à l'analyse de cycle de vie et aux éco-soins. Alors, j'essaie de faire défiler. Hop, voilà. Donc, au programme. Donc, on va déjà vous faire une petite introduction côté mission d'appui santé durable. Ensuite, Pierre-Yves Correr parlera de l'analyse de cycle de vie. Il va détailler tout ce qui est l'utilité de cette méthodologie, les limites pour les soignants, etc., mais aussi les points positifs. Donc vraiment, ce sera un côté méthodo. Ensuite, on aura Véronique Imbert qui, elle, va nous présenter deux cas d'études des cas pratiques qu'elle a réalisés, un sur un dispositif médical et un sur un protocole de soins. Donc, c'est deux études de cas qui ont vraiment été réalisées sur le terrain avec des établissements. Et ensuite, on vous présentera une petite conclusion pour synthétiser un peu tout ce qui a été dit. Et surtout, on va garder du temps, à peu près 15 minutes, pour un temps d'échange. Entre-temps, si vous avez des questions, vous pouvez les poser dans le chat. On les posera à la fin. Et voilà, je pense que le principal a été dit. Et je te laisse la parole, Noël. Bonjour à toutes et à tous. Ravi d'être avec vous aujourd'hui. Donc, on va se mettre en situation. Je suis médecin dans un établissement. Je suis dans une unité durable, ce qui me permet de saluer personnellement Pierre-Yves à ce sujet, qui était avec nous au début de l'aventure des unités durables au CHU de Bordeaux. Mais je peux être aussi chargée de mission dans un établissement, comme vous êtes nombreux autour de cette table virtuelle. Et en fait, on peut d'abord se poser la question, pourquoi faut-il évaluer? Alors, je crois qu'on est tous d'accord sur le fait qu'évaluer, c'est important. On peut vouloir évaluer l'effet d'une action qu'on mène au sein d'une équipe, au sein d'un établissement, pour vérifier son bénéfice, pour mesurer son niveau d'impact, hein, petit, moyen ou grand. Et puis, comme vous le savez, ben, on peut vouloir évaluer un médicament, un dispositif médical ou un parcours de soins euh, pour déterminer ce qui impacte le plus dans ce parcours de soins, par exemple, et surtout, souvent, comparer pour choisir. Donc là, c'est vraiment un enjeu fort pour nous tous. Et je crois qu'en cette période où nous avançons assez rapidement sur toutes ces nouvelles pratiques de transformation écologique, nous avons besoin de partager les résultats. Alors, au sein de l'équipe, c'est important. Retour à nos directions respectives, mais au-delà, et vraiment, j'insiste sur le fait qu'on est encore en période de recherche et qu'on a besoin d'études solides pour montrer que tel parcours de soins fait mieux que celui-là. La suivante. Alors, comme on le fait dans les unités durables, hein, ou comme vous l'avez certainement déjà fait dans vos établissements respectifs, euh, je crois qu'il faut garder en tête que l'évaluation, ça peut être très simple. C'est ce qu'on apporte dans les unités durables. Le niveau 1, c'est je compte, je mesure. C'est-à-dire, j'ai mené une action, mais je veux mesurer avant-après, combien je consommais de draps avant, combien je consomme de draps après des mesures de toilettes plus éco-responsables, combien j'avais de demandes d'examen biologique, combien j'en avais avant, combien j'en avais après avoir mis en, on exergue l'importance de la pertinence, mais on peut aussi compter des litres d'eau, compter des kilomètres, compter des kilos de déchets ou compter du temps de professionnels. Donc ça, je dirais que c'est assez simple à faire et je dirais que ça peut rapporter gros. Ça, c'est le premier niveau. Le deuxième, la suivante. Le deuxième niveau, bah, je multiplie. Je vais un peu plus loin et là, c'est encore très faisable et à la main de beaucoup de professionnels dans les équipes. Bon, bah, j'ai fait une action d'optimisation de l'utilisation des gants usagés comme nous l'avions fait au CHU de Bordeaux. Bah, c'est moins 20 gants par lit dans un service de réa, sachant que j'ai tant de lits, etc. Eh bien, ça me fait tant de gants économisés à l'année et donc multiplication, tant d'euros économisés par an. Ça peut être aussi, ça a été fait, on évite de laisser couler l'eau, etc. Combien j'ai économisé d'eau. Et là, vous voyez que finalement, ce sont des données qui peuvent être assez intéressantes. Ou bien, là, j'ai eu les chiffres très récemment, 5 minutes gagnées entre un médicament posé par voie IV ou donné avec vérification de la prise en comprimé par un patient.
eh ben, on peut faire une attention particulière en gastro-entéraux, dans un service gastro-entéraux 8 fois par jour. Eh ben, c'est 40 minutes de temps infirmier gagné par jour. Et ce chiffre en soi, il est quand même intéressant. Il est vraiment très intéressant. La suivante, voilà. Ceci étant, ça peut être plus compliqué. Ça peut être plus compliqué parce que je veux mesurer l'impact d'un parcours patient, je veux comparer deux parcours patients, je veux comparer le réutilisable versus l'usage unique. Et là, moi, j'avoue, en tant que médecin, en tant qu'infirmière, en tant que technicienne de labo, je sais qu'il y en a autour de cette table, ça, je ne sais pas faire. Ce n'est pas mon boulot. Et puis, si je commence à me lancer, ben, je comprends qu'il n'y a pas que l'impact carbone, je n'ai pas forcément les outils, ça coûte cher, c'est du temps, je ne sais pas faire. Et là, help, je demande de l'aide et je vous donne la main. Merci. Alors, merci Noël. Pierrick, je te laisse prendre la suite. Oui, bonjour à toutes et à tous. Alors, je vais prendre le partage d'écran ou te laisser projeter. Vas-y. Alors, je récupère le partage. Et bon, ça arrive. Vous voyez mon écran? On sent que tu commences à... Voilà, Ok. c'est bon. Alors, donc, bonjour à tous. C'est bon? Ok, super. Très bien. Eh bien, écoutez, bonjour à toutes et à tous. Ben, ravi en tout cas et merci à la mission ADCNA, à Noël, Laureline et Colline de m'avoir proposé d'intervenir. Donc Pierre-Yves Querrer, alors j'interviens effectivement beaucoup pour l'AFNOR sur, dans des formations éco-conception et analyse de cycle de vie. Et j'ai remis très rapidement mon parcours. En effet, on a travaillé avec Noël au CHU de Bordeaux, j'ai travaillé à l'ADEME et c'est ce qui fait qu'aujourd'hui, je croise en fait ces deux compétences, en fait, voilà, dans le cadre notamment d'intervention et de formation. Alors, peut-être pour faire le lien, et on va faire aussi le lien avec les trois niveaux qu'évoquait Noël. En effet, finalement, quand je veux faire un soin éco-responsable, il faut nécessairement à un moment donné que je décrive en fait une situation A, ma situation de référence, la situation de soin que je pratique et que je souhaiterais potentiellement évaluer. Et puis, je vais me projeter donc sur une situation B qui serait en tout cas moins impactante sur l'environnement. Et en fait, pour pouvoir se projeter de cette situation A à cette situation B, il faut bien à un moment donné que je puisse objectiver les choses, c'est-à-dire mesurer, voir. J'aime bien prendre l'image de la photographie, photographier en fait les impacts environnementaux de ma pratique. Et donc, c'est là où justement, on ne choisit pas n'importe quel appareil photo pour faire cette photographie d'impact. Il existe en fait des éléments normés. Voilà. Et donc, l'analyse de cycle de vie, elle est décrite dans l'ISO 14040 et détaillée dans l'ISO 14044. Et alors, c'est des chiffres qui ne parlent pas nécessairement, mais en tout cas, ce sont des points de repère. Et si demain, vous réalisez une ACV ou on vous communique une analyse de cycle de vie, premier point, c'est est-ce que, en tout cas, ça respecte bien cette démarche-là. Et cette norme ISO 14040, elle n'est pas très compliquée, mais simplement, elle passe par des points un peu essentiels qu'il ne faut pas manquer pour pouvoir réaliser une analyse de cycle de vie correctement. Alors, juste rappel du principe que vraisemblablement un certain nombre de personnes d'entre vous à ce webinaire connaissent, mais néanmoins, cette description, en tout cas, du cycle de vie, elle est essentielle. Donc, on va bien de l'extraction des matières premières jusqu'à la fin de vie, en passant par un certain nombre d'étapes. Là, vous avez la description donc du cycle de vie d'un produit. On peut porter la même réflexion sur un service, on le verra tout à l'heure avec Véronique. Et en fait, le principe de l'ACV, ça va être je vais quantifier,
je vais quantifier. Donc, il va falloir à un moment donné aussi, du coup, collecter des données. Et c'est ce qui va rendre, on le verra tout à l'heure, justement, les choses un petit peu chronophages. C'est qu'il va falloir aller chercher les informations sur les matières, l'énergie et l'eau qui rentrent dans mon système, entre guillemets mon système qui peut être un produit ou un service, et ce qui en sort, les flux sortants. Donc, ça va être les pollutions d'une manière générale, des émissions, des résidus, et qui vont avoir en fait un impact et des dommages. Alors, cet impact, bien souvent, on le voit en termes de CO2, hein, bien souvent, et qui a des conséquences sur le changement climatique. Et en fait, le principe de l'ACV, ça va être pas d'être uniquement, en tout cas, sur un critère. En tout cas, il est possible de le faire sur uniquement les gaz à effet de serre, mais pas que. On peut aller jusqu'à un certain nombre de critères d'impact. Et là, en fait, je vous ai projeté les 16 critères d'impact qui sont retenus dans le cadre de la Product Environmental Footprint, donc qui est le cadre européen pour établir en fait un impact environnemental d'un produit. Et d'ailleurs, cette PEF va s'appliquer normalement très prochainement et c'est en cours pour notamment les produits textiles du quotidien. Et donc, vous voyez bien que le changement climatique fait partie d'un des critères, mais il y en a jusqu'à 16. Vous avez l'eutrophisation marine des eaux douces. Et en fait, derrière chaque terme se cache aussi un concept scientifique pour essayer finalement de comprendre et d'évaluer en fait notre impact environnemental, mais voilà, pas que sur, en tout cas, un des critères, quand bien même le changement climatique est important. Et d'ailleurs, dans la PEF, il est pondéré de manière plus importante, à plus de 20%, hein, puisqu'on n'affecte pas tout à fait les mêmes importances, entre guillemets, à chacun de ces impacts. Et donc, tout l'enjeu va être de savoir à quoi ça me sert finalement, de savoir que tel recours à tel dispositif médical a cet impact sur ces différents critères. C'est que ça va me permettre d'arbitrer en fait entre deux solutions et sur plusieurs critères d'impact, et donc pour éviter ce qu'on appelle les transferts de pollution. Ces transferts de pollution, ils peuvent s'opérer entre différentes étapes du cycle de vie et entre les différents critères d'impact. Donc là, vous avez une vue schématique, mais pour reprendre l'exemple que citait Noël, parfois, et on a souvent ce cas-là, on veut en fait vérifier si on n'a pas de transfert de pollution entre le jetable et le réutilisable. Évidemment, si je consomme un produit à base de matière d'origine fossile, donc un dispositif médical en plastique jetable, par exemple, versus un dispositif médical réutilisable, mais en métal, je vais vraisemblablement, en tout cas, je vais avoir nécessairement des transferts d'impact. Je vais donc réaliser en fait des photographies de comparaison et c'est ce qui va me permettre d'arbitrer en fait entre les différentes étapes et les différents critères d'impact. Alors, juste, je serai synthétique et puis on reviendra si besoin sur les concepts parce que l'ACV, il y a une formation de 2 jours, donc on pourrait rentrer dans le détail. Mais juste retenir en fait que, comme le disait Noël, si l'intérêt en fait d'une ACV, ça va permettre donc d'avoir cette photo sur l'ensemble des étapes du cycle de vie, de savoir où sont les points chauds, c'est où est l'impact principal de mon produit ou de mon service pour que je travaille de manière prioritaire sur ce point. Ça permet de comparer donc des solutions et donc d'éclairer ses choix et donc d'éviter les fameux transferts d'impact que je viens d'évoquer. Et puis en fait, la limite par contre, c'est attention, si vous vous lancez dans ce projet de réaliser vous-même une ACV, il va falloir en tout cas passer par plusieurs phases, notamment la collecte des données. Et ça, généralement, c'est de toute façon l'équipe soignante qui va collecter les données. Donc, ça prend du temps. On a eu l'exemple là, on travaille sur Curie, l'Institut Curie. Ça prend effectivement un certain nombre de temps. Ça peut être de 2, 3, 4 à 6 mois parfois. On pourrait y revenir. Ensuite, les résultats sont bien basés sur des hypothèses, c'est-à-dire qu'à un moment donné, on va par exemple, sur l'exemple du dispositif médical réutilisable, on va estimer qu'on va le réutiliser un certain nombre de fois.
Et en fonction de ce nombre de fois, eh ben, en fait, on va influer directement sur le résultat de la CV et donc la communication qu'on peut en faire. Et puis, on est bien sur de l'évaluation potentielle d'impact et pas de choses mesurées concrètement. Et enfin, parfois, c'est complexe à expliquer, mais justement, la Product Environmental Footprint permet d'arriver à un score unique. Donc, il y a aussi des moyens, en tout cas, de communiquer, de rendre les choses claires pour justement que ce soit compréhensible in fine, alors qu'effectivement, l'analyse parfois peut paraître complexe. Alors, juste pour résumer, et peut-être aussi, si je croise aussi avec les propos de Noël sur les niveaux 1, 2 et 3, vous pouvez en fait partir finalement du bon sens, qui serait finalement, tiens, si je fais tel acte de soin, je peux peut-être éviter d'utiliser ça et ça, donc moins de ressources, et donc ça marche aussi. Simplement, si j'utilise une solution versus une autre, parfois il va falloir que j'aille plus loin effectivement dans l'analyse. Et Noël le précisait, par exemple, le niveau 2 pourrait se situer au milieu si vous suivez ma souris. Ici, ce serait une analyse semi-quantitative, voilà, sans aller nécessairement jusqu'à la CV. En revanche, la CV va vous donner quand même les éléments les plus robustes d'arbitrage. Et donc, c'est là où, justement, si vous regardez la deuxième ligne, en fait, c'est là où vous aurez une connaissance d'impact sur les impacts de la solution la plus précise possible. Donc, vous allez bien être sur une approche non pas quali, mais bien quanti, en ce qui concerne la CV, troisième ligne. Et puis, effectivement, c'est la question des moyens. Noël évoquait le fait qu'à un moment donné, oui, on ne sait pas faire. Alors, il y a toujours le moyen aussi de se former. On a des soignants qui peuvent se former en fait à la méthodologie d'analyse de cycle de vie. Mais c'est vrai qu'à un moment donné, il faut avoir accès à des bases de données, il faut bien comprendre les mécanismes aussi de calcul, et puis on n'a pas toujours les outils. Et donc, c'est là où, effectivement, parfois, l'aide d'un bureau d'études peut être nécessaire. Et donc là, effectivement, il y a quelques moyens. Et dans les moyens, on aura peut-être l'occasion d'en discuter. Bien souvent, en tout cas, moi, les ACV que j'ai vus, en tout cas, les résultats, soit au projet auquel j'ai participé, soit dans la biblio, souvent, il y a un appel à projet derrière, soit de l'ARS, soit du ministère, et donc il y a un cofinancement. Et puis enfin, bien souvent, en fait, l'idée, c'est que, oui, on peut mobiliser le bon sens juste dans son coin, soit on peut aller s'entourer déjà de collègues, regarder une situation de soins et s'interroger déjà à plusieurs pour aller justement jusqu'à l'extrême, c'est-à-dire côté ACV, c'est-à-dire aller chercher en fait de la ressource externe et des compétences externes. Voilà, je terminerai juste sur ce message aussi. Attention, parfois, alors, il y a une vraie dynamique, côté fournisseur de solutions, notamment dispositifs médicaux. Donc, il y a une montée en compétence des entreprises avec une capacité à valoriser les résultats d'ACV pour montrer justement l'intérêt environnemental d'une solution par rapport à une autre. Donc, ça, c'est très positif. Il faut juste être vigilant parce que ce n'est pas parce qu'on réalise une analyse de cycle de vie qu'on fait nécessairement de l'éco-conception. Voilà. L'ACV, ça reste aussi un peu cette photo au service justement d'une démarche d'éco-conception. Voilà, écoutez, j'en terminerai là et puis preneur aussi des questions si vous en avez. Je passe la main. Je te repasse la main, Laureline. Très bien. Merci beaucoup, Pierre, c'était très clair. N'hésitez pas, si vous avez des questions, on les posera à la fin. Vous pouvez les indiquer dans le chat. Et Véronique, je te laisse prendre la main pour la suite. Donc, bonjour à toutes et à tous. Donc, je suis Véronique Imbert du bureau d'études CV Développement et je suis formatrice et praticienne de la CV. Donc, je suis ravie aujourd'hui de vous présenter deux exemples concrets d'analyse de cycle de vie réalisés en établissement de santé. L'une va porter sur un produit, un dispositif médical, et l'autre sur un protocole de soins. Et ces projets, ces deux cas pratiques illustrent comment l'ACV peut devenir un outil pratique pour réduire les impacts environnementaux
sans compromettre la qualité et la sécurité des patients, tout en maîtrisant les coûts. Alors, pour bien saisir ces deux approches complémentaires, je vous ai fait un petit tableau comparatif avant de rentrer vraiment dans les résultats. D'un côté, l'ACV produit va cibler par exemple un dispositif médical, donc on va comparer, on va faire un focus donc sur les matériaux, on va, en termes de périmètre, on va regarder vraiment un périmètre de base qui est l'extraction, l'usage et la fin de vie. Et puis, on va avoir des méthodes simples, on va peser, on va utiliser des logiciels de type CIMAPRO et des bases de données gratuites comme base empreinte ou payantes comme EcoInvote. Et puis, les résultats types, c'est qu'on va avoir des réductions qui vont être chiffrées. De l'autre, on va avoir l'ACV sur un protocole de soins. Donc là, on est plus sur un processus qui est complet, puisqu'on va vraiment regarder toutes les étapes du protocole, tous les actes, tous les flux et toutes les ressources qui vont être associées. Et là, en termes de périmètre, on va beaucoup plus loin que l'extraction, l'usage et la fin de vie. On va vraiment aller faire un zoom sur la partie utilisation et sur toutes les étapes du soin. Et puis, on va regarder pareil, de la même façon, tous les flux entrants et tous les flux sortants, comme la consommation d'eau, d'énergie ou de déchets. Et puis, le focus qu'on va faire, il ne va pas être que sur les matériaux, passer de polypropylène, comme le disait Pierre-Yves, à du métal ou du polypropylène sur du non-tissé. Là, on va vraiment aller regarder l'efficience globale, l'optimisation des gestes et puis les transferts d'impact. La méthode, elle va être un peu différente puisqu'on va devoir modéliser le protocole de soins, on va devoir bien définir toutes les étapes et aller observer les pratiques. Et les résultats qu'on va avoir, donc c'est des réductions chiffrées, mais aussi une optimisation du temps et des ressources, toujours à sécurité et qualité égale du soin. Donc voilà, la première, ça va permettre des gains qui vont être environnementaux, rapides, via de la substitution, alors que la seconde, la CV sur le protocole de soins, ça va vraiment être une transformation durable des pratiques. Alors, première ACV, donc c'est l'ACV sur un produit. La première étape que l'on fait dans une analyse de cycle de vie, c'est qu'on va définir l'objectif. L'objectif, là, qu'on avait sur ce DM, c'était comparer l'impact environnemental d'une trousse opératoire de gynécologie versus une alternative qui était un champ opératoire associé à un couvre-table. L'idée aussi, c'était bien sûr de maintenir, donc, comme je le disais, une qualité et une sécurité égales pour le soin et de ne pas avoir d'augmentation des coûts. Pour cela, on a fait ce qu'on appelle une analyse simplifiée. Alors, pourquoi ce choix Eh bien, parce que la trousse opératoire, elle faisait partie du top 10 des dispositifs médicaux les plus utilisés. Deuxième point, elle avait un poids 80% plus élevé que l'alternative. Et puis, elle avait un coût 45% supérieur. Et puis, je vous passe tout le reste, tout ce qui compliquait la logistique, les circuits déchets et autres. Et donc, et l'autre point, et Noël l'a dit, on n'a pas voulu refaire ce qui a été fait, donc il n'y en avait pas dans la bibliographie. On n'avait pas d'ACV sur ces trousses opératoires ou sur ces champs opératoires. Alors, qui a porté le projet ? Eh bien, nous avons fonctionné en binôme, puisqu'on est sur une ACV produit. Donc, on avait un médecin au bloc qui a minutieusement donc pesé tous les composants, que ce soit les DM, les emballages multiples, ça vous connaissez tous, et moi, et qui prenait des photos aussi, parce que c'est important dans une ACV d'avoir les photos. Et moi, j'étais en charge de la modélisation et de l'analyse de l'ACV. Et elle a été essentielle, ce binôme, il est essentiel pour garantir la fiabilité des données d'inventaire. Alors, comment s'est déroulé cet ACV Eh bien, au bloc, on a procédé vraiment par étapes. Le médecin, donc, comme je le disais, il pesait tous les composants.
prenait les photos pour documenter et m'envoyait les données brutes. Moi, de mon côté, j'utilise le logiciel et puis au travers de ce logiciel, on est sûr de répertorier tous les éléments du cycle de vie, c'est-à-dire l'extraction des matières premières, la fabrication, le transport, l'usage et la fin de vie. Et on s'appuie sur des bases de données comme EcoInvent. Et donc, ça produit, le fait de travailler comme ça en binôme, ça produit vraiment des résultats qui sont plutôt robustes et assez rapides. Alors, les résultats, on peut les chiffrer. Donc, comme vous le voyez, on est passé de cette trousse qui pesait presque 1 kg à ces champs opératoires. Donc là, on a réduit de 83% le score PEF, sachant qu'on n'a pas eu de transfert d'impact. On a baissé de 82% l'indicateur changement climatique, donc ce qui est plutôt bon pour les BGS. Et on a diminué le besoin en eau par 5. On est passé d'une trousse opératoire qui avait atteint 0,95 unités d'impact à un champ et un couvre-table où on est passé à 0,18. Donc ça a été les deux indicateurs qu'on a choisis, en plus du score PEF. On a décidé de mettre en avant l'indicateur changement climatique et le besoin en eau. En termes de combien ça coûte, puisqu'on parlait de moyens dans l'échelle de Pierre-Yves, quand on fait une ACV simplifiée, on peut utiliser, quand on a bien fait sa collecte de données et qu'on connaît le type de plastique, on peut utiliser base empreinte, puisque dans base empreinte, non seulement on a des facteurs d'émission monocritères de type CO2, mais on peut avoir aussi pour certains éléments des données multicritères. Et donc, on peut faire une ACV simplifiée. Le tout, c'est de bien garder évidemment la même base quand on étudie les 2 DM. Il y a un autre outil qui est gratuit, je pense que certains d'entre vous le connaissent. C'est un outil qui est mis à disposition gratuitement par la PHP, Carbone. Alors, on va dire que la limite de cet outil gratuit, c'est qu'on a juste une approche qui va être monocritère, très CO2. Mais on a possibilité de le faire, ces analyses de cycle de vie, sans rentrer dans les logiciels comme CIMAPRO ou EcoInvent. Alors, demain, on a fini notre ACV, donc on va changer les produits, mais ça ne se passe pas aussi facilement que ça. C'est bien de vouloir changer de l'usage unique vers de l'usage multiple ou de modifier certains DM. Je dis attention quand même, vigilance. Il faut quand même avoir une surveillance renforcée derrière. On est dans un établissement de santé. On doit suivre les taux d'infection quand même. Il ne faut aucun écart sur la qualité et la sécurité du soin. Il faut aussi une validation collective. Il faut l'accord. Donc, je suis médecin, je suis praticienne de l'ACV, mais c'est bien d'avoir la validation bien de l'équipe derrière et puis du pharmacien hygiéniste ou du médecin hygiéniste. Voilà pour cette première ACV. Donc, passons maintenant à la deuxième ACV qui est sur le protocole que l'on appelle le OLEP. C'est l'énucléation de la prostate par un laser, holmium, qui est réalisé donc, sur un patient programmé sous anesthésie générale, sans antibiotiques. Donc là, l'objectif, il est différent d'une ACV sur un dispositif médical, puisque là, on va regarder l'ensemble des étapes du protocole de soins, de l'arrivée du patient en anesthésie jusqu'à sa sortie. Et là, l'autre objectif était pour nous d'identifier des pistes concrètes d'éco-conception, mais à chaque étape du protocole. Alors, pourquoi ce choix? Eh bien, premier, c'est parce que c'était un acte qui était réalisé très fréquemment dans cet établissement. Deuxième, eh bien parce qu'on avait plus de 30 dispositifs médicaux différents, donc on avait des possibilités, des marges de stratégie d'éco-conception. Et puis pareil, quand on fait de la recherche bibliographique, on ne voulait pas réinventer ce qui avait été fait, on n'a pas trouvé de données sur la CV de ce protocole de soins.
Alors, qui a porté le projet? Bien là, c'est différent. Contrairement à la première ACV qui avait été portée par un binôme médecin-praticien de l'ACV, là, c'est vraiment toute l'équipe médicale pluridisciplinaire qui s'est mobilisée. Donc, médecins, infirmiers, aides-soignantes. Alors, pourquoi là, on a une approche collective? Puisqu'on est vraiment en multi-étapes. On est de l'arrivée du patient jusqu'au nettoyage de la salle ou du bloc. Donc, on voit bien qu'on a plusieurs professionnels, plusieurs étapes de soins. Donc, on va pouvoir derrière, s'il y a des stratégies possibles, les mettre en place, que ce soit sur l'habillage du patient, que ce soit sur la préparation du patient, que ce soit sur l'acte chirurgical, que ce soit sur la partie nettoyage, entretien. Donc, vous voyez, c'est un peu différent de l'ACV d'un DM. Et donc là, moi, mon rôle, parce que là, toute l'équipe médicale était mobilisée, donc moi, mon rôle, c'était plus ici de guider l'équipe pour rester dans la méthodologie, dans le cadre, hein, puisque c'est normé par l'ISO 14044, et puis de bien définir les étapes du soin qui vont être importantes, et puis de réaliser aussi ce qu'on appelle des analyses de sensibilité. On ne va pas rentrer dans ces détails à ce moment-là. Alors, comment s'est déroulé l'ACV? Eh bien, la première étape, c'est qu'on reprend le protocole et on va découper le protocole de soins. Et on va cartographier chaque phase pour identifier tous les flux entrants et sortants. Le matériel, les consommables, l'énergie, les fluides, les déchets produits. Entre l'étape 1 et 2, là, on va commencer à poser des hypothèses de travail. Comme l'a dit Pierre-Yves, on n'est pas dans un monde tout simple. On est obligé en ACV de poser des hypothèses parce qu'on n'a pas ceci, parce qu'on n'a pas cela, ou parce que on va utiliser un produit qui va être utilisé à différents moments du protocole. Donc, c'est comment on va allouer en fait les règles d'utilisation. Et c'est aussi à ce moment-là qu'on va faire des ACV simplifiés, hein, parce qu'on n'a peut-être pas tous les ACV DDM. Une fois, on passe à la deuxième étape, hein, qui est l'étape la plus importante. Donc, comme le disait Pierre-Yves, hein, c'est une étape qui peut être très, très longue. On va collecter les données. On va commencer l'inventaire de cycle de vie. Alors, pourquoi on dit que c'est long? Parce qu'on ne peut pas, quand on fait une ACV sur un protocole de soins, on ne le fait pas sur un patient, sur 2 patients. Il faut le faire sur un échantillon qu'on va dire représentatif. Donc, la collecte, elle peut prendre du temps et puis mobiliser beaucoup de personnes. Donc, l'équipe, comment ça se passait? Eh bien, elle pesait chaque élément, prise de photos, les relevés, des consommations d'eau, d'élec, de gaz, le nombre de seringues utilisées, le nombre de compresses utilisées, la quantité de propofol utilisée. Donc, c'est vraiment très long. Une fois qu'on a fait ces parties et qu'on a récupéré toutes les données, là, on va pouvoir calculer les impacts, hein, et on va déterminer ce qu'on appelle donc le score PEF, et on va cartographier ce qu'on appelle les hotspots, hein, les points chauds. Et donc, c'est pour nous ce qu'on va appeler les étapes du protocole et les dispositifs ou médicaments qui vont avoir l'impact environnemental le plus significatif. Et puis, la dernière étape, puisque là, on est arrivé, on a terminé notre ACV, dans le protocole de soins, eh bien, ça va être d'élaborer des stratégies d'éco-conception. Donc, à partir des résultats de l'ACV, on va définir des leviers d'action concrets et on va prioriser. Alors, sur notre LEP, hein, on est arrivé, on a eu un score PEF de 3,77 par intervention. On avait une empreinte carbone médiane estimée à 122 kg de CO2 équivalent par patient. On avait une production de déchets qui atteignait 4 kg par patient. Et on avait un hotspot, hein, qui ressortait vraiment dans l'ACV, hein, puisque c'était 40% de l'impact significatif des DM. C'était un bidon de 10 litres. C'était pas une lame, c'était pas autre chose. Donc là, la stratégie d'éco-conception, eh bien, on a travaillé sur ce DM et on a étudié la mise en place d'un aspirateur de liquide biologique en circuit fermé, hein. Je n'ai pas le droit de faire de marque, mais bon, il est très connu. Et donc, quel gain on a obtenu avec l'utilisation donc de cet aspirateur?
eh bien une réduction du score PEF de presque 24%, une diminution de l'empreinte carbone de 13%, une baisse des déchets qui était très significative, 75%, et un bénéfice humain qui était aussi capital, puisque dans la CV, on ne fait pas de mesures sur la QVCT ou les TMS. Pourtant, on l'a vu, les agents du bloc ne portent plus 10 kilos de bidons remplis de liquide. Et donc, il y a vraiment une amélioration qui était immédiate et mesurable des conditions de travail. Alors, comment on a financé ça? Alors, ces protocoles de soins, la différence des DM, il y a beaucoup d'appels à manifestations d'intérêt qui sortent, que ce soit de la DGOS, des ARS ou de l'ADEME. Et donc, l'établissement avait sollicité justement la DGOS. Alors, demain, qu'est-ce qu'on fait? Eh bien, l'objectif maintenant, c'est d'aller, une fois qu'on a travaillé sur les hotspots numéro 1, eh bien, c'est d'aller travailler sur les hotspots numéro 2, numéro 3, numéro 4, numéro 5, avec toujours à l'esprit, ne pas dégrader la qualité et la sécurité du soin, ne pas augmenter les coûts et ne pas dégrader la qualité de vie au travail. Voilà, j'ai terminé. Merci beaucoup, Véronique. Une présentation très intéressante et très claire. On va passer à la conclusion avant d'aller sur la partie questions. Alors, normalement, mon écran arrive. Voilà. Noël, je te laisse. Oui, donc merci Pierre-Yves et Véronique pour ces présentations très, très éclairantes. Donc, si j'ai bien compris, aujourd'hui, alors ça va pas? Si. Juste, on remet juste ta caméra. Pardon, Pour qu'on te oui. voit. Ah oui, c'est vrai. Voilà, donc si je comprends bien aujourd'hui, et on pourra bien sûr préciser cela dans les discussions, donc l'ACV pour chiffrer l'impact de façon précise d'un soin, tu l'as bien dit, d'un soin, ou d'un dispositif qui est dans les top 10, qui est fréquent, qui est coûteux, que l'on repère comme étant polluant pour déterminer les principaux postes d'impact. Donc là, j'ai bien compris, c'était les bidons de 10 litres qui permettent d'évacuer l'eau souillée sortant du bloc opératoire en urologie. Donc voilà. Ça avait été un des premiers, donc ça c'est ton OLED que j'ai mis en deux, ça avait été fait il y a plusieurs années déjà sur la chirurgie de la cataracte, qui est une des chirurgies extrêmement fréquentes. Ou bien, je sais que les cardiologues l'ont fait il n'y a pas très longtemps pour l'ablation d'un trouble du rythme cardiaque. Et si je ne me trompe pas, ce qui était très, très impactant, c'était les petites pastilles. Là, j'ai oublié le nom pour enregistrer la fréquence cardiaque. Ça peut être, deuxième grande hypothèse, comparer 2 ou 3 médicaments, DM ou procédures ou parcours de soins. Et donc, ça a été fait récemment, comparer l'ACV d'un médicament qui continue, dont le principe actif est en Asie, mais qui va continuer à être fabriqué là-bas, ou bien le principe actif est rapatrié en Europe et il va être fabriqué en Europe. Et là, on était à une présentation avant-hier et il est montré que globalement, un médicament qui est fabriqué en Europe va être 2 fois moins impactant que son équivalent fabriqué en Asie. Ou bien, tu l'as dit, comparer l'impact d'un DM à usage unique ou comparer plusieurs parcours de soins. Très bien. Ensuite, moi, je prends la suite. Donc, du coup, on va juste synthétiser rapidement en termes d'avantages et d'inconvénients. Alors, je vais juste remettre ma photo. Voilà. Donc, du coup, en termes d'avantages, on a pu voir que ce qui est super important dans la CV, c'est que ça permet d'avoir une connaissance complète des impacts environnementaux. Donc, on parle vraiment d'un point de vue juste environnemental dans les ACV environnementales, donc d'un produit ou d'un parcours de soins. Et la méthode, elle est standardisée. On a une quantification des impacts. Et ces impacts, souvent, sont cachés. On ne les voit pas forcément parce souvent, on voit l'usage ou la fin de vie d'un produit.
Et du coup, là, on voit vraiment l'amont, comment c'est fabriqué, etc. Ça permet de vraiment voir tous les impacts à toutes les échelles, surtout maintenant avec les chaînes de fabrication mondialisées. On a, comme l'a très bien dit Véronique et Pierre-Yves, l'identification des points critiques, les hotspots. On peut comparer voilà, les différentes solutions. Et c'est aussi un outil qui peut être assez efficace pour sensibiliser et aider les équipes à passer à l'action. Voilà, c'est un outil qui est assez puissant aussi là-dessus. En termes d'inconvénients, je ne sais pas pourquoi je ne passe pas ma slide. Oh, ma présentation est bloquée. Ah. Voilà, pardon. Et en termes de limites, en fait, le gros point négatif d'abord, c'est les ressources. Il faut avoir, ça demande des compétences, des connaissances spécifiques, du temps et aussi le prix. Donc, on en a peu parlé, mais il y a quand même les bases de données. Il y a des bases de données qui sont gratuites, mais les bases de données complètes sont quand même payantes. Voilà, et il faut aussi de l'expertise. D'où l'importance aussi des appels à projets, des AMI, etc. Il y a des potentielles difficultés dans la réalisation, donc ça on en a parlé, vous en avez parlé plusieurs reprises. Ça veut dire que plusieurs parties prenantes, plusieurs personnes dans les équipes, des fois des métiers qui n'ont pas l'habitude de travailler ensemble, on va leur demander de collaborer, d'obtenir des informations qu'ils n'ont pas l'habitude de collecter. Donc du coup, ça peut prendre voilà, du temps et demander à beaucoup de coordination. Il y a certaines informations qui sont difficiles à collecter aussi. Entre autres, dans les phases de fabrication des DM, on a beaucoup de sous-traitants, d'intermédiaires. Voilà, il faut avoir accès aux données payantes, bases de données payantes. Il y a des spécificités du secteur de la santé aussi qui ne sont pas toujours considérées dans les méthodes standards. Entre autres, par exemple, parce qu'il y a des fois une forte innovation. Donc, les produits qui sont les plus innovants ne sont pas forcément les mieux quantifiés. On connaît toujours mieux ce qui est fait depuis plus longtemps. Voilà, et on a parlé aussi des incertitudes et des hypothèses liées au calcul qu'il faut bien garder en tête. Et enfin, une chose qui a été un peu soulevée avec le score PEF. Donc, le score PEF, c'est le score européen qui permet de synthétiser tous les résultats d'une ACV en un score. Ça permet d'arbitrer un peu plus facilement, de voir un peu plus facilement les résultats, mais parce que sinon, quand on a les résultats d'une ACV, des fois, c'est un peu compliqué de savoir comment arbitrer, entre autres quand il y a des rapports d'impact. Voilà, c'est difficile un petit peu de prioriser quels sont les enjeux sur lesquels il faut le travailler en priorité. Quand faire une ACV ensuite? Alors, tout d'abord, il faut savoir que la transition écologique repose sur 3 piliers. On a l'atténuation, donc c'est réduire l'empreinte écologique des soins, l'adaptation, renforcer la résilience du système de soins, et la compensation, équilibrer l'impact résiduel des soins. Donc, potentiellement, l'ACV peut être utile à toutes les étapes de la transition écologique pour ces 3 grandes étapes-là. Voilà. Vous, potentiellement, dans les établissements de soins, vous travaillez surtout sur l'atténuation au quotidien. C'est-à-dire, c'est réduire l'empreinte écologique des soins. C'est la première porte d'entrée, c'est la première chose qu'il faut faire. Il faut d'abord réduire les impacts. Si vous réduisez simplement les consommations, par exemple, via une prescription sobre, via des alternatives aux médicaments, via, par exemple, la réduction des déchets, la mise en place de filières de tri, la réduction de l'utilisation des gaz anesthésiants, téléconsultation, la réduction de consommation en eau, et j'en passe d'autres. Dès qu'il y a le terme de réduction de consommation, vous n'avez pas forcément besoin d'ACV, vous pouvez suivre les préconisations, par exemple, que mettait Noël en introduction, donc vraiment juste quantifier quelle est votre réduction et la traduire, par exemple, en tonnes de déchets, en poids carbone, en économie aussi. Donc ça, l'ACV peut vous apporter des informations en plus, mais elle n'est pas nécessaire. Par contre, si vous voulez modifier des soins ou du matériel, si vous voulez comparer des médicaments, comme on a très bien vu dans les cas que Véronique a présenté, ou alors tout simplement si vous voulez vous approvisionner de façon plus durable, vous voulez comparer plusieurs solutions sur le marché, vous voulez développer vos protocoles de soins, et aussi dans le cas d'innovation, donc vraiment quand la solution est nouvelle, là, la CV est vraiment très utile et peut vraiment éclairer, s'il n'y a pas la littérature qui existe, mais elle peut vraiment éclairer vos choix en fait.
Voilà, je pense qu'on a fait le tour Un quart d'heure. et on a un quart d'heure, on tient le timing. Donc du coup, on va passer aux questions. Il y a 7 questions. Alors, on a 7 questions. Première question, est-ce que ChatGPT peut faire Ah oui. une ACV Alors, je pense qu'on n'a pas entendu les questions de Colline, je vais la redire à voix haute. Est-ce que tu Alors, il y avait Sylvie Tillet-Cassaigne qui pose la question, est-ce que ChatGPT est en capacité de fournir des ACV fiables sur un dispositif médical, par exemple? Je ne sais pas si Pierre-Yves ou Véronique, si vous avez essayé de tester ChatGPT ou une autre intelligence. Testé aussi, je sais pas. Moi, je sais pas. Donc, mais je veux bien essayer. Écoutez, j'ai pas de chat GPT, mais je veux bien essayer. Ça marche. Non, on pourrait faire l'ACV à partir du moment où on commence aussi la recherche sur ChatGPT, puisque effectivement, ça peut avoir un impact. Voilà, ça a déjà un impact. Bon, bref. Non, ceci dit, ce qui est intéressant ce qui me semble intéressant dans la question, c'est plutôt, moi, je pense que d'aller utiliser l'IA pour aller chercher et identifier des ACV existantes, ça me semblerait plus pertinent, en fait. D'aller chercher de la fiabilité comme ça, déjà, il va falloir le nourrir correctement. Et bon, si vous utilisez l'IA par ailleurs, vous voyez que souvent, elle tombe parfois à côté. Donc, je pense que la notion de fiable, déjà, on ne peut pas vraiment la retenir. Je pense que ça vaut pour plein d'autres choses, à mon sens. Mais par contre, la deuxième, moi, je pense que ça peut être intéressant. On parlait de hotspot. Pour des catégories de produits, eh bien, vraisemblablement, il faudrait essayer, mais d'aller chercher quel est l'impact a priori principal en lui demandant peut-être de documenter sa réponse, ce qui permettrait effectivement à un moment donné d'aller plus vite. Parce que comme on l'a dit, il n'y a pas toujours besoin de faire une ACV. Hein, vous pouvez avoir aussi des résultats bibliaux super intéressants que vous pouvez réinvestir en fait. Alors, du coup, merci Pierre-Yves et Véronique. Alors, il y a Jonathan, je ne vois pas son nom de famille en entier. Ah non, Nicolas Perry. ChatGPT ne fera pas d'ACV. Les demandes d'IA peuvent, pour avoir des données, des infos données, attention, 30 à 40% de données fausses. Je pense, Nicolas Thierry, si vous pouvez Nicolas Perry, préciser à l'oral, parce que peut-être tu peux lui donner la main. On va vous donner l'accès au micro. Ça arrive. C'est bon. Nicolas, toi. Est-ce que mon micro marche? Oui, c'est parfait. Oui, bonjour. Merci pour ces présentations. C'était très intéressant et bravo aux acteurs de la santé de s'emparer de ces sujets. Donc moi, je travaille assez régulièrement dans, on va dire, l'ACV, la mise en œuvre, voire le développement des outils, des méthodes, puisque je suis enseignant-chercheur et ça fait partie des sujets que je travaille. Pour l'IA, de base, les IA et ChatGPT, comme les autres, vous donnent des réponses avec un taux de réponse fausse. Donc, toute réponse, toute demande à l'IA, il faut vérifier. Il existe une IA dédiée, on va dire, données plutôt d'inventaire, donc ce qui permet d'évaluer de la CV. Donc, il y a une IA qui a été un peu construite pour faire ça. Elle n'est pas encore parfaite et elle permet d'aller chercher des informations qu'on n'a pas. Les données, alors on parle de premier plan, d'arrière-plan, des données qui permettent de modéliser, je ne sais pas, un champ stérile. C'est pas le tout de savoir que c'est un champ stérile, il faut avoir les données sur les matériaux, les process qui font ce champ stérile. Parce que aujourd'hui, il n'y a pas de base de données de ce type de produit en ACV. Et donc, imaginez qu'on aura des réponses d'ACV par de l'IA. Aujourd'hui, c'est certainement très surestimé ce que peuvent faire les IA. Par contre, aux remarques qui ont été faites. On peut utiliser des outils d'IA. Alors moi, je suis plutôt à vous inviter à pas le faire, mais quand même, c'est super efficace si on cherche des éléments de bibliographie ou des éléments de synthèse qui sont sur des sujets proches, voire si on veut pas faire la CV, si on veut juste faire de l'évaluation de hotspot, de points chauds là pour faire un peu d'amélioration. Je pense que c'est des approches qui peuvent être utiles. Merci. Merci Nicolas. Moi, j'ai juste envie de pointer ce que tu viens de dire. Et ça a déjà été évoqué. Il est quand même très important, avant de vous lancer dans ce type de chantier, de voir ce qui a déjà été publié. Hein, Véronique acquiesce. Il y a beaucoup de publications qui sont faites aujourd'hui dans plein de champs, dans plein de spécialités.
Et avant d'aller mesurer ce qui se passe chez vous, allez voir si ça n'a pas déjà été fait ailleurs. Voilà, c'est pas la peine de. Alors, en vérifiant, bien sûr, ça c'est toujours important, que la publication est fiable, hein, mais allez voir d'abord si ça n'a pas été fait, que de comparer tel parcours par rapport à tel autre ou le poids de tel ou tel DM. Voilà. Très bien. On va passer à la question suivante. Merci. Anne Rullier, ça c'est plus pour Véronique, pour ta présentation. La réduction 83% du PEF, ACV simplifié produit, découle-t-elle d'une comparaison des 16 indicateurs en global ou unitaire? Et une autre question, c'est est-ce que ces ACV sont soumis à une revue critique? Le score PEF, en fait, quand on le calcule, on va faire une première étape où on va ce qu'on appelle le normaliser. On va normaliser en fait les 16 indicateurs d'impact. Et une fois qu'on les a normalisés, alors on va les mettre en fait, on va les rapporter à un européen. Et ensuite, on va les pondérer. C'est ce que disait Pierre-Yves. Donc, pour l'indicateur climatique, c'est 21,6. On va le pondérer et de là, on obtient le score PEF. Donc, quand on compare deux DM, on compare la même chose. Enfin, la méthodologie de calcul est la même pour les deux. Le score PEF, il est calculé de la même façon. Même normalisation, même pondération. Ensuite, est-ce que les ACV sont soumis à une revue critique? Pas toutes. La revue critique, qu'est-ce que c'est? C'est souvent une entreprise extérieure qui va venir valider les travaux qui ont été faits et c'est souvent dans le cadre d'une publication. Je vais en citer un, alors je ne veux pas faire de marque, mais on va en citer un qui est très connu, c'est Ambu. Les fibroscopes, leur choix, c'est de montrer que la différence entre de l'usage unique et de l'usage multiple. Donc, eux, ils font des ACV qui sont très, 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 très complexes. Hein, on n'est pas dans le simple. Ils vont chercher l'intégralité des sous-traitants, ce que disait Laureline. Hein, et dans les DM, Dieu sait qu'on en a des sous-traitants. Donc là, mais c'est vraiment dans des cas précis. Aller faire une revue critique sur un champ opératoire, c'est pas au médecin de le faire. C'est plus, alors encore une fois, je vais faire la marque, je suis désolée, hein, mais c'est le Medline qui va faire cette revue critique. C'est Medline qui va pousser la CV et qui va faire sa revue critique. Juste pour compléter sur la revue critique, cela peut être intéressant, entre autres, par exemple, pour certains industriels qui veulent communiquer, publier par exemple, ils ont développé un DM et ils veulent publier sur leur score. En fait, ils vont vouloir vraiment faire que ça soit très robuste, très sûr, donc faire qu'une tierce partie, en fait, vérifie la CV pour vraiment, avant de communiquer, pour pas prendre de risques au niveau concurrence, pas de publicité mensongère, etc. Donc la revue critique a aussi cet intérêt-là pour les industriels. Et juste peut-être pour compléter, en fait, une revue critique, ça peut être aussi en interne dans un processus d'éco-conception qui n'a pas vocation, où il n'y a justement pas d'objectif de communication externe. Ça peut être très bien s'organiser en interne avec quelqu'un qui est un petit peu compétent sur le sujet et d'apporter un autre regard, mais dans une démarche d'amélioration continue, dans ce cas-là. Alors, Marine Cargou. Alors, elle trouve que le webinaire est super. Merci, Marine. Quelques questions. Avez-vous une collaboration avec les industriels pour avoir des ACV plus précis sur les DM médicaments ou bien passez-vous toujours par des bases de données? Et est-ce que les données de ces bases évoluent-elles avec les enrichissements des industriels? Comment sont-elles construites? Véronique, peut-être? Alors oui, en ce moment, on va dire que ça bouge. Ça bouge. Beaucoup d'industriels font des ACV robustes. Hein. J'ai cité Ambu, mais on pourrait en citer d'autres. Hein. Là, il va y avoir beaucoup d'ACV. Alors, elles vont être monocritères, notamment, je pense à l'empreinte carbone des médicaments. Donc, ça bouge. Par contre, les bases de données, elles ne bougent pas. Hein. Ça, c'est bien dommage. Effectivement, nous aussi, on serait comme vous, Marine, à vouloir une base empreinte santé.
avec dedans un répertoire entier, ambu, tac, Medline, tac, Bibrun, tac. J'en ai pas entendu parler. Peut-être quelque chose à créer. Par contre, on a la bibliographie, mais ça veut dire que tout le monde doit toujours faire sa biblio. Voilà. Peut-être juste, et en complément, c'est d'où l'intérêt justement que les établissements de santé, et notamment via le service achat, en fait, aillent challenger en fait les fournisseurs pour que eux-mêmes ensuite réalisent justement des analyses de cycle de vie pour venir nourrir justement la connaissance. Voilà. Et on s'aperçoit que les établissements de santé ont un fort effet de levier, de fait. On peut peut-être demander si autour de la table, il y a des réactions par rapport à ce point qui est vraiment important. Les bases de données, ce qu'elles sont aujourd'hui, comment on les trouve, est-ce qu'il y a parmi ceux qui sont là un souhait de réaction? Alors, Nicolas Perry a levé la main. Et comme vous m'avez autorisé le micro, pas de chance, je suis enseignant-chercheur, mon métier c'est de parler, hein. Sur les bases de données, la difficulté, et pour les fabricants donc là typiquement l'industrie du médicament, s'ils mettent leurs produits dans la base de données, en fait ils donnent les formulations et les process, parce que quand on va gratter pour comprendre comment sont modélisés, je sais pas, tel médicament, et ben en analysant comment c'est construit dans la base de données, il donne on va dire les sources pour pouvoir prendre ces infos-là et puis aller partir. Et puis, si on sait faire du procédé pharmaceutique, on peut refaire. D'où il y a une frilosité très très forte, pas que dans le secteur de la santé, hein, c'est vraiment très très large, à avoir des bases de données qui sont riches des produits et de leurs éléments qui sont dans. Les bases de données peuvent exister par moment en format, on va dire, boîte noire. Mais là, c'est pas toujours évident de savoir comment a été construit la donnée, typiquement pour un médicament. Et surtout, il peut évoluer et ce format-là n'évolue pas forcément. Donc après, il y a... Alors moi, je suis plutôt d'un secteur typé de l'industrie où il y a eu des acteurs dans l'automobile, ils se sont regroupés entre eux et puis entre eux, ils se sont créés des bases communes, mais là, qui sont accessibles en y mettant le prix et il faut être un Mercedes, un PSA, pour pouvoir accéder à ces données-là. Ok, merci, c'est intéressant. Ouais. Merci bien. Du coup, on va prendre une dernière question. Sauf s'il y a une question brûlante, vous pouvez la rajouter dans le chat. Alors, de Jonathan Visantin. Sur le plan législatif, est-ce que des évolutions sont prévues pour une ACV obligatoire et contrôlée réalisée par les industriels pour chacun de leurs produits? Et ça, dans le but de faciliter le choix des utilisateurs et de pouvoir se concentrer sur l'ACV de l'usage et du parcours du soin. Alors, obligatoire, non. Contrôlé, oui, parce qu'on a la revue critique et là, on va avoir pour les médicaments l'évaluation via le COFRAC. Mais obligatoire, non, mais de manière indirecte, elle est obligatoire, puisque quand je veux vendre un produit qui a moins d'impact sur l'environnement, bah, je vais le faire, quoi. Et comme ça, je gagne des parts de marché. Donc, c'est pas obligatoire de manière directe, mais de manière indirecte, si je veux vendre, bah, il faut que je produise un produit vertueux. Enfin. Oui, c'est ça, ça va se faire via la concurrence. Et c'est ce qu'on fait maintenant depuis quelques années, c'est que les utilisateurs, les professionnels de santé demandent à avoir des produits plus éco-responsables. Donc, ça veut dire, si je veux vendre mon produit, il faut que je montre qu'il est plus éco-responsable. Alors, est-ce qu'on peut dire un mot là il y a des scores qui pointent leur nez, dont un qui a été présenté récemment par le SNITEM, le CDDS. Quid de ce score? Est-ce qu'il est intéressant pour finalement comparer deux dispositifs médicaux? Bon, il y a eu un parti pris, des choix qui ont été faits pour les critères retenus, mais Véronique, qu'est-ce que tu en penses de ce score? Est-ce qu'il est fiable, utilisable, pertinent?
pense qu'il est fiable et pertinent. Mais comme l'a dit Laureline et Pierre-Yves, c'est toujours attention à la lecture qu'on en fait. Qu'est-ce que j'ai mis dans le périmètre? Comment je l'ai calculé? Est-ce que c'est de l'éco-invent? Est-ce que c'est de la base empreinte? Enfin, et ça va être vraiment à l'acheteur d'être. Alors là, pour peu, moi je dis qu'il faut qu'il soit formé vraiment là-dessus pour être en capacité de lire cet index DM, quoi. Après, je vais laisser Pierre parce qu'il est plus en formation répondre, mais. Non, ben, juste de manière très synthétique, en gros, si la question c'est est-ce que la réglementation va obliger en tout cas à réaliser des ACV? Alors, ça existe dans d'autres domaines. Dans le domaine du bâtiment, il y a les FDES, quelque part, c'est des ACV obligatoires. Donc, on sent que de toute façon, la réglementation avance dans ce sens-là. Il y a un autre règlement quand même européen qui est un gros signal quand même vis-à-vis des industriels, c'est l'ESPR, règlement ESPR, donc qui oblige à éco-concevoir, hein, et qui oblige aussi à la traçabilité du produit. Donc quelque part, bientôt, les produits auront un passeport en fait, un passeport environnemental avec les données en tout cas, ou informations environnementales. Donc ça, c'est un autre point. Sur la partie DM durable, en effet, on a eu l'occasion de participer à des ateliers participer à un atelier justement sur l'outil DM durable. En fait, pour l'instant, il n'est pas totalement satisfaisant, évidemment, dans le sens où il ne couvre pas tous les champs. Néanmoins, c'est un signal super intéressant en tout cas, et c'est un premier outil en tout cas pour les acheteurs pour aller challenger sur les fameux hotspots et non pas avoir une question générique sur est-ce que votre produit est éco ou pas. Voyez, et donc, c'est ça qui est intéressant, c'est ce signal-là. Donc, il y a effectivement deux choses, les démarches réglementaires, et là, le législateur est vigilant justement sur aujourd'hui pousser la législation pour prendre en compte l'ensemble du cycle de vie des produits qui sont mis sur le marché. Et la deuxième, c'est toujours un peu ces démarches volontaires et qui vont vraisemblablement s'actionner grâce à l'effort qui vont être faits de la part des hôpitaux vis-à-vis justement des fournisseurs, notamment de dispositifs médicaux, de médicaments et d'autres solutions. À mon sens, en tout cas, c'est l'éclairage réglementaire et volontaire qui est complémentaire. Très bien, merci. Et une toute dernière question, et après on va devoir arrêter. Je vois que les questions arrivent toujours, mais il y a un moment, il faut vous laisser vaquer aux autres occupations. Donc, de Paul Perroquin, la question. Quelle place pourrait-on imaginer à l'ACV et le score PEF dans la formation initiale des futurs IDE? Est-ce que le futur référentiel prévoit l'UE C2, santé environnementale et transition écologique en cours de travail? Là, je me tourne plutôt vers Noël, mais je ne sais pas si… Oui, Paul qui est formateur à la Croix-Rouge, c'est ça. Donc, bon, bien sûr, Paul, hein, pour l'instant, on ne peut pas répondre que c'est maintenant tout de suite. Hein. Tu as compris les limites qui sont les nôtres aujourd'hui. On est encore à la recherche d'outils fiables, utilisables facilement. Bien sûr qu'on va tendre vers ça. Moi, j'ai quand même envie de dire, plus simplement, de façon plus pragmatique, pour des professionnels, infirmiers notamment, ce qu'on voit fleurir à la mission d'appui, c'est des mesures d'impact des médicaments. La clinique Esquirol a fait récemment un travail sur les principaux médicaments antidépresseurs et sur les principaux antipsychotiques en donnant le poids carbone pour chaque médicament, hein, listé par ordre croissant. Ça s'est fait aussi en gériatrie par l'Omédic Normandie. On a une collègue à Bayonne, Pauline Dalloy, qui est en train de le faire pour les patients qui passent en néphrologie. Et j'en oublie un autre, forcément, on l'a vu, on a vu encore une autre spécialité. Donc, on voit bien que les spécialités commencent à calculer, à mesurer l'impact carbone de leurs principaux médicaments et souvent écotoxicité. Donc, je pense que dans un premier temps, Paul, c'est ce qu'on pourra mettre à disposition. Et là, on est en train de réfléchir à mettre ce type de listing à disposition des professionnels sur la mission d'appui, sur l'Omédic avec laquelle on travaille bien évidemment. Donc oui, c'est intéressant qu'un médecin, qu'un infirmier puisse pondérer effectivement quand il y a le choix entre plusieurs médicaments pour aller vers le moins impactant. Voilà, donc autrement dit, moi j'ai l'impression, je pense qu'on peut conclure en disant qu'on est à une période charnière, que ça bouge énormément, que ça publie,
qu'il faut aller voir ce qui a été publié et qu'il faut continuer à faire des ACV, mais pas que. Voilà. Mais en tout cas, de toute façon, mesurer ce qu'on fait, ça, c'est vraiment important. Et puis, petit clin d'œil, même si on n'est pas là pour ça, si vous arrivez à montrer que vous avez fait 10 000 euros d'économie, c'est ce qui avait été fait pour la machine dont a parlé Véronique tout à l'heure, hein, dont on ne citera pas le nom. Je crois que c'était une machine qui valait 15 000 euros, mais qui était amortie en même pas un an. Donc, si vous arrivez à montrer que vous faites des économies auprès de votre direction, c'est important pour la pérennité de nos chantiers en transformation écologique. Je pense qu'on peut terminer par ça. Très bien. Ben, merci à toutes et tous pour votre participation. Merci encore. Et juste pour information, le prochain webinaire, c'est le jeudi 30 avril, toujours les mêmes horaires, 13h, 14h. Ce sera sur les achats publics responsables en santé avec Nabil Messaoudi de l'ARS, Anne Benz et Céline Latour du réseau 3AR et Vincent Martinez du GCS Achat. Voilà. Et on mettra ce webinaire en replay et les inscriptions pour le prochain webinaire seront bientôt disponibles. Voilà. Je vous souhaite une très bonne journée. Au revoir. Au revoir. Merci.